On les croise, on est tous les deux parlementaires, vous traversez les Invalides, vous croisez des familles de rats. Bien sûr. Écoutez, je suis parisien, je les vois comme vous, mais le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a un problème de communication politique. Si vous voulez communiquer sur un sujet aussi sérieux, vous ne faites pas une diversion en refusant de parler de nommer le problème. Parce que vous savez, comme disait Peggy, il faut dire ce qu'on voit, il faut voir ce qu'on voit. À un moment, quand le réel, si vous voulez, vous ne mettez pas les mots MOTS sur les mots MAUX, effectivement, la matière vous passe entre les doigts et vous ne pouvez plus communiquer. Et il se passe ce qui se passe ce soir. C'est-à-dire que vous perdez le fil, tout simplement. Or, effectivement, c'est un problème important et on ne peut pas comme ça, je dirais... Mais en fait, c'est un marqueur de la gauche et notamment des écologistes qui refusent de nommer le réel. On ne dit plus, par exemple, racaille. On dit jeunes, comme si tous les jeunes étaient des agresseurs, des délinquants, etc. C'est peut-être aussi caricatural de votre côté. Il y a des propos caricaturaux des deux côtés, et c'est peut-être cela le problème actuellement de la société française. On dit plus noir, on dit homme de couleur, etc., etc. Donc vous voyez, et puis les rats, pourquoi les rats, enfin quand on dit les rats sont stigmatisés, les rats ont une conscience, ils vont s'organiser en association pour demander à ne pas être stigmatisés. Enfin, je veux dire, comme dirait mon ami Hanouna, là on est dans une gigantesque darka, il n'y a pas d'autre terme. Ça vous fait réagir visiblement sur ce plateau, alors que c'est un sujet important, un sujet bien évidemment qui vous concerne, William Martinet, on va en parler dans un instant. Jean Messia, vous souhaitiez réagir ? C'est-à-dire qu'elle a complètement saturé en fait ce sujet important par une espèce de diversion sémantique. On a appris aujourd'hui qu'il ne fallait pas dire abruti mais sur crétin. Je ne comprends pas, si vous voulez, cette manière de masquer le réel. Vous savez, j'ai eu envie de me rappeler du courant surréaliste en peinture. Vous vous rappelez de cette peinture de René Magritte qui dessine une pipe et qui dit « ceci n'est pas une pipe ». Et bien là, on a exactement la même chose, mais sur le plan politique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une manière de nier le réel. Alors moi, je ne sais pas, mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas étendre le sujet ? Et il ne faut pas dire cafard, parce que c'est stigmatisant. Disons coquerelle. Et puis on pourrait continuer ainsi, la liste est longue. Je précise. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit sur l'insuffisance de ces mesures. Je rajouterai 3 autres limites sur ces mesures portant amélioration du pouvoir d'achat. D'abord, effectivement, la classe moyenne, finalement, échappe totalement à ce paquet de mesures visant à soulager le pouvoir d'achat des Français. Or, la classe moyenne, c'est quand même la classe qui paye globalement le fardeau financier de l'État-providence et qui paye finalement aussi les mesures en faveur des couches populaires. Je pense notamment à des gens qui ne sont pas de la classe supérieure, comme par exemple ceux qui gagnent 2 000 euros, 2 500 euros, 3 000 euros. Par les temps qui courent, on ne peut pas dire que ce soit des gens qui soient ultra privilégiés. Or, c'est sur cette masse de la classe moyenne que pèse en fait le financement de toutes ces mesures. Donc déjà, eux, ils payent, mais ils profitent de rien. La deuxième chose, c'est que ce sont des mesures conjoncturelles, circonstanciées. C'est-à-dire on fait des chèques, on met des rustines, on met des cales pour freiner la roue du pouvoir d'achat qui dévale la pente. Mais en réalité, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que le gouvernement ne cesse de nous répéter que nous sommes dans une guerre longue, que les choses vont durer et que l'inflation, elle n'est pas prête de s'arrêter. Mais dans ce cas-là, quelles sont les mesures de long terme, les mesures pérennes qu'on prend pour améliorer durablement le pouvoir d'achat dans ce nouveau contexte qui vise à durer ? Et enfin, ces mesures ne sont pas financées. Elles ne sont pas financées. L'exécutif explique que ces mesures sont financées. Elles ne sont pas financées. On parle d'abord d'un paquet de 20 milliards, les mesures qui sont annoncées dans le projet de loi de 20 milliards. Et la Cour des comptes, il y a quelques jours, a remis un rapport où il dit qu'en fait le budget est quasiment insincère, puisqu'on prévoit un déficit budgétaire de 5%, mais sans tenir compte d'un supplément de dépenses de 60 milliards, dans un contexte où les besoins de financement de l'État sont de 300 milliards. Donc, on abordera ce supplément de dépenses. Voilà, je ne comprends pas comment tout ça sera financé, en fait. Je suis alarmiste. Je vous mettrai peut-être plus d'accord sur une Peut-être que je suis alarmiste, mais les faits me donnent raison quand même. Un point très important, c'est que, en fait, vous avez dit effectivement qu'une partie de notre endettement était indexée sur l'inflation, mais indépendamment de cette partie-là, les taux d'intérêt remontent tout simplement parce que la Banque Centrale Européenne, nous sommes dans la zone euro, il ne faut pas l'oublier, la Banque Centrale Européenne a cessé le programme d'achat d'actifs. Et donc, effectivement, il y a une politique monétaire restrictive qui se met en place, qui se traduit par une montée des taux d'intérêt pour tenter de freiner le cycle inflationniste. Il n'y a qu'un malheur, c'est que cette inflation n'est pas endogène.
C'est-à-dire cette inflation n'est pas créée par une croissance économique, comme c'était le cas pendant les 30 Glorieuses, c'est une inflation exogène, une inflation importée. D'accord ? Donc en fait, la politique monétaire restrictive de la Banque de France va se traduire par un ralentissement de l'activité, parce que quand les taux d'intérêt augmentent, l'État s'endette encore plus, puisque l'État refinance en permanence sa dette, et il se refinance à des taux de plus en plus élevés. Donc le service de la dette va de plus en plus augmenter. De surcroît, sur l'économie privée, quand les taux d'intérêt augmentent, ça ne favorise pas l'activité économique, puisque l'investissement sur endettement coûte plus cher, la consommation sur endettement coûte plus cher. Donc, effectivement, les moteurs de la croissance vont également se ralentir. Donc, en fait, on va rentrer dans une configuration de stagflation, c'est-à-dire à la fois de stagnation économique, avec... On assiste un petit peu à un cours d'économie. Avec, effectivement, une inflation très élevée, une croissance faible et un chômage qui risque, hélas, de remonter. Donc, en fait, le tableau que brosse le gouvernement et qui nous explique qu'il va y avoir une croissance, que le chômage baisse, etc., c'est une fable. C'est pas vers ça qu'on se dirige. Par contre, si vous voulez, la problématique, c'est que l'économie française doit créer de l'argent. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas fabriquer un argent magique ad vitam aeternam mais pour c'est le peut-être déverser. Aussi pour cela que je pensais que vous seriez tous d'accord sur cette question. Oui, c'est-à-dire que les salaires augmentent potentiellement, qu'on crée plus de richesses, qu'on travaille potentiellement plus. Il faut créer plus de richesses. Mais pour créer plus de richesses, il faut effectivement rendre la compétitivité de l'économie française. Aujourd'hui, la compétitivité du travail... elle n'est pas garantie par rapport à nos voisins européens, ce qui pose problème puisqu'on est dans la même zone euro. Donc il faut une baisse massive du coût du travail, d'accord, mais qui ne soit pas financée par je ne sais quelle TVA, etc. Non, Monsieur Hollande, non, pas du tout. Vous serez d'accord. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est ce que réclament certaines PME. 50 milliards d'allègement de charges pour les entreprises. Parce qu'en fait, attendez, la méthode. Non, attendez, juste ça, c'est très important. Effectivement, il faut baisser le coût du travail, mais pas en le faisant financer, en faisant porter le chapeau sur le même contribuable français vis-à-vis avec la TVA, etc. Il faut trouver des gisements fiscaux qui soient autres, notamment par exemple notre contribution au budget européen, notamment des économies sur le coût de l'immigration, notamment sur les niches fiscales, 100 milliards d'euros. En imaginant que vous pouvez économiser 5 ou 6% sur ces niches, ça fait déjà 5 ou 6 milliards, etc., etc. Donc il faut baisser drastiquement le coût du travail via la baisse massive des cotisations sociales et patronales, mais en les faisant financer par ceux qui pillent la France, c'est-à-dire l'Union européenne, c'est-à-dire l'immigration massive et incontrôlée, c'est-à-dire les pays qui nous infligent des déficits commerciaux abyssaux, comme c'est le cas de la Chine, du Vietnam, etc. Voilà comment il faut faire. Mais à périmètre constant, garder exactement le même modèle et dire il y a qu'à Faucon, l'argent va sortir tel un puits de pétrole d'un pays du Golfe, non, l'argent ça sort pas de sous terre. Il faut le créer. C'est ça la question, et c'est ce qui est généralement fait. Fabuleux. Comme toujours, la France insoumise, elle est jamais choquée par ce genre d'affaires, évidemment, parce que c'est une éternelle victime, ce monsieur, vous comprenez. Non, mais enfin bon, vous semblez un peu mièvre sur la question, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, je suis. Attendez, le Nigeria, et il faut l'être, c'est pour cela que je vous ai pas demandé forcément de commenter la Nigeria n'est pas la question de l'individualisation des peines, c'est-à-dire quel est le parcours des gens, quelle est leur responsabilité et quelle est la peine la plus adaptée, elle est importante. Donc du coup, c'est ça qui est compliqué face à une décision de justice, de se dire est-ce qu'elle est assez sévère ou pas. On peut évidemment avoir un avis, on peut évidemment l'exprimer, mais je pense que c'est compliqué à dire quand on connaît rien du dossier. Ah oui, mais par contre, si c'était agi d'un mec d'extrême droite, comme vous dites, là, effectivement, vous auriez eu tous les commentaires et votre langue se serait déliée et vous auriez été particulièrement vulnérable sur la question. Là, évidemment, comme il s'agit non seulement d'un immigré, mais alors encore plus d'un immigré en situation irrégulière, pour la France insoumise, évidemment, c'est toujours une éternelle victime qu'il ne faut surtout pas toucher, qu'il faut soigner, etc. Bon, ce type a quand même agressé des policiers avec sursis, c'est-à-dire rien. On se demande si la justice rend encore la justice au nom du peuple français. Est-ce que les juges rendent encore la justice au nom du peuple français ? Vous ne trouvez pas cela normal qu'il soit libre à présent, et vous ne trouvez pas cela normal également cette décision de justice de 8 mois de sursis ? Mais M. Tardif, il n'y a pas que moi. Aucune personne normalement constituée d'aucun pays au monde, je dis bien d'aucun pays au monde, ne trouverait ça normal. Quel pays au monde accueillerait chez lui quelqu'un sous motif du droit d'asile, donc lui donnerait le gîte et le couvert pour le protéger,
Quel pays au monde, lorsqu'il accueille quelqu'un de cette manière et que cette personne se livre à de tels actes criminels, se verrait libéré par la justice de ce pays? Ni les pays du Maghreb, ni les pays européens, ni les États-Unis. S'il est en situation irrégulière, il n'est pas demandeur d'asile. C'est deux choses qui sont différentes. Il est demandeur d'asile, il a été débouté. Il a été débouté. Donc en fait, la France, c'est pas un pays d'asile. La France est devenue un asile de fous. En fait. Il a été remis en liberté. Imaginez, parce qu'il n'en est pas sa première. Qu'attend la justice en fait pour le football? Il y a la justice qui va effectivement évaluer la première affaire. Qu'est-ce qu'attend la justice? Qu'est-ce qu'attend la France pour mettre ce type Quelle est la première affaire? Parce que est-ce qu'il faut attendre? Il avait déjà, je n'ai pas l'ensemble. Il a déjà été agressé, mais il a déjà. Qu'est-ce qu'il faut attendre? Il faut attendre qu'il flingue quelqu'un, il faut attendre qu'il poignarde quelqu'un pour agir. Moi, le premier, j'ai pas du tout suivi le dossier avant d'être. C'est-à-dire qu'il était d'ores et déjà connu des services de police pour les faits précédents. Il sera jugé pour les faits précédents. Il a été jugé rapidement par rapport aux faits qui se sont déroulés en début de semaine. Donc on ne va pas commenter. Ça ne sert à rien. Tout ça ne sert à rien. Dire que moi, le premier, le décalage entre les faits comme ils sont prononcés et la condamnation comme vous l'annoncez, évidemment, c'est quelque chose qui est perturbant. Mais du coup, d'expérience, je me pose toujours la question dans ces situations-là, quand il y a une décision de justice qui paraît disproportionnée dans un sens ou dans un autre. Le juge n'avait pas validé la dernière peine, c'est pour cela qu'il n'est pas considéré comme étant récidiviste. C'est pour cela que je n'ai pas utilisé le motif de la décision. Tous en même temps, sinon on ne comprend pas. Les juges dans ce pays, même s'ils sont beaucoup critiqués, surtout d'un certain bord politique, ils prennent quand même des décisions qui sont raisonnables et rationnelles. C'est pour cela que je ne souhaitais pas forcément commenter cette décision de justice que vous souhaitez commenter. Mais on peut commenter. Attendez, quand Jean-Luc Mélenchon dit la police tue, juste après que la police ait ouvert le feu, il s'enquiert des détails de l'affaire. Il commande bien une décision de justice avant même que la justice se soit prononcée d'ailleurs. Alors pourquoi dans ce cas-là, il y a une immédiateté du jugement et du propos? J'explique pas qu'on soit pas alors même que là, vous prenez des pincettes et vous prenez des airs ahuris pour dire ah bah non, je sais rien. Je ne savais rien de ces événements de cette agression avant d'arriver sur le plateau. Mais je ne parle pas en général. Parce que ça vous intéresse pas ce genre d'affaires. Ce genre d'affaires ne vous intéresse pas parce que c'est pas un Français, c'est pas un blanc, donc hop, de toute façon ça vous intéresse pas. Par contre, quand c'est un flic qu'il est en état de légitime défense, quand c'est un flic en état de légitime défense qui ouvre le feu sur des crapules qui essayent de les écraser, là, même en connaissant rien de l'affaire, vous avez le commentaire facile et la gâchette légère. C'est pas si simple que Monsieur Messia essaye de le dire. Vous l'amenez pas à Orly. Non, Monsieur Messia, vous l'amenez pas à Orly et vous lui dites pas bon bah retournez chez vous et merci d'être venu. Mais c'est toute la complexité de la réalité. Donc on la laisse en France pour qu'elle poignarde des gens, qu'elle frappe des flics, ça vous pose pas de problème. Mais c'est ce qui se passe, Monsieur le député. C'est pas une caricature, c'est la réalité. La réalité, c'est que ce type a agressé des flics et qui ressort libre. Je sais que cette réalité vous gêne parce que ça percute votre vivre ensemble et ça percute l'immigration, chance pour la France. Mais c'est ce qui se passe. Dans quel monde dans quel monde vous vivez? Moi, je vis dans le 16e arrondissement. Mais attendez, je vis dans un monde où effectivement les flics sont agressés par des immigrés clandestins à qui on a donné le gîte et le couvert et que nos institutions ne renvoient pas chez eux. Voilà le monde dans lequel nous vivons. C'est la réalité. Une fois qu'on est plus sur un plateau télé, il faut savoir comment ça fonctionne. Et l'État, ce qu'il fait, le ministère des Affaires étrangères, ce qu'il fait, c'est de négocier avec les autres pays pour renvoyer ces personnes en situation irrégulière chez elles. C'est comme ça que ça fonctionne. Et pour l'instant, cela ne marche pas. C'est toute la complexité de cette question. Et ça marche mieux. Sur le mandat précédent, ça marche pas mieux lorsque l'on voit que sur les OQTF qui ont été prononcés, il y a moins de 20% maintenant qui sont exécutés. Et si vous écoutez le discours de politique générale d'Elisabeth Borne, elle s'est prononcée là-dessus. Et c'est de faire mieux sur ce sujet-là. Je ne peux pas dire qu'on fait tout parfaitement. C'est pas le cas. Et cette affaire, elle le démontre. C'est pour cela que je souhaitais aborder cette question sous cet angle qui est important selon moi. Monsieur le député, le problème, c'est que si vous voulez, vous ne pouvez pas venir devant les Français après ce qui vient de se passer et qui, à mon avis, choque la France entière. Il n'y a peut-être que vous qui n'êtes pas choqué par cela. D'accord ? Je ne suis pas choqué. Si, vous ne pouvez pas venir devant les Français en disant non mais attendez, il a agressé des flics, il lui a pété le nez, mais vous comprenez, c'est quelque chose de très compliqué à régler, donc on va laisser les choses en l'état. Mais aucun Français ne peut entendre ça en fait. Aucun Français. C'est bien pour ça que c'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que vous avez dit. Vous avez dit c'est plus compliqué que ça. On n'est pas sur un plateau télé pour pouvoir agir. Mais attendez, on a un ministre de l'Intérieur, non ? Vous prétendez que la France, à juste titre d'ailleurs, est un grand pays. Qu'attend la France pour peser de tout son poids vis-à-vis de ces pays comme le Nigeria? Si la France n'arrive pas à négocier avec le Nigeria, venez pas nous expliquer qu'on est suffisamment fort pour négocier avec la Chine ou les États-Unis. Malheureusement, je n'aurai pas la réponse.